Bonjour et bienvenue à cette nouvelle entrevue de la commission Saint-Pierre de Bailleul. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Gervais, qui est économiste en chef à Financement Agricole Canada. Jean-Philippe, bonjour et Bonjour. merci d'avoir accepté cette entrevue. Comme on te l'avait signalé, on va évoquer un peu un phénomène relativement important pour l'agriculture du Québec, c'est-à-dire la décision de protéger ce territoire agricole. Mais en tout premier lieu, je voudrais que tu nous parles un peu de ton cheminement à toi. Avec plaisir. Donc, présentement, je suis économiste en chef chez Financement Agricole Canada. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans ce poste. En fait, mon poste est assez simple. Dans le fond, c'est de surveiller les opportunités et aussi les risques liés aux activités agricoles à l'échelle du pays. Donc, littéralement, d'un océan à l'autre, il y a plusieurs variations, différences d'une province à l'autre en termes de type d'agriculture, de modèle d'affaires, ce que je trouve, moi, personnellement fascinant. Donc, je trouve que j'ai le meilleur emploi possible. On aura l'occasion d'y revenir sur ces différences-là. Auparavant, donc, j'ai été dans le milieu académique. J'ai été 3 ans à l'Université d'État de Caroline du Nord, un collègue pendant presque 10 ans à l'Université Laval. Auparavant, j'ai fait mes études de doctorat à l'Université d'Iowa State et des études de premier et deuxième cycle aussi à l'Université Laval. Voilà qui te met en position de pouvoir jeter un coup d'œil assez général, assez canadien aussi, sur, entre autres, une particularité tout à fait québécoise, c'est-à-dire la protection du territoire agricole, puisque c'est la seule province à avoir décidé de protéger l'intégralité de son territoire. Et le Québec l'a fait en définissant des tailles minimales, par exemple, pour les parcelles qui pourraient être conservées pour des fins d'échange ou de morcellement. Est-ce que tu penses, en comparant cette situation avec d'autres provinces, par exemple l'Ontario, que ça a pu avoir une influence sur le type de ferme qui a prévalu ou sur la pluralité des modèles d'exploitation? Bien, définitivement. Sans avoir d'études précises à ce sujet-là, je pense qu'il y a définitivement un impact. On y reviendra peut-être sur les chiffres plus précisément. Par exemple, si on compare l'évolution du prix des terres au Québec versus l'Ontario versus ailleurs au pays. Je pense qu'il y a 2 courroies de transmission principales lorsqu'on parle de politique agricole et de modèle d'affaires en agriculture. Il y a premièrement l'impact sur le revenu agricole qui, lui, a un impact sur tout ce qu'on peut appeler le cadre d'offres et de demande. Donc, le marché de l'actif des terres agricoles est déterminé dans un cadre vaste d'offres et de demandes. Donc, dans la mesure où une politique ou quelconque autre facteur a un impact sur ces conditions d'offres et de demande-là, bien, on peut s'attendre à effectivement avoir un impact sur l'évolution du prix. Et justement, quand on parle du prix, on a l'impression que sur le long terme, en tout cas depuis la fin des années 70, l'évolution du prix des terres agricoles semble avoir été plus marquée au Québec que dans les autres provinces ou même dans certains États agricoles aux États-Unis. Est-ce que tu as l'impression que le type de politique agricole qui a été privilégié au Québec, les programmes qu'on a mis en place, ont pu contribuer à cette évolution différentielle du prix des terres? Oui, bien, certainement dans un certain impact, je pense que c'est le cas. Il y a d'autres facteurs comme l'aversion au risque, les préférences, le type d'agriculture. Mais si on regarde les chiffres, on voit qu'au Québec, l'augmentation annuelle depuis la fin des années 70, l'augmentation annuelle de la moyenne de la valeur des terres agricoles a été autour de 8,9 %. En Ontario, on était à peu près à 8,2 % et en Saskatchewan, par exemple, si on fait une comparaison avec les prairies, province des prairies canadiennes, on a 7,5 %. Donc, on a presque un point de pourcentage de différence entre le Québec et l'Ontario, plus qu'un point de pourcentage entre une province comme la Saskatchewan et le Québec. Donc, il y a effectivement une différence, parce qu'un point de pourcentage sur une période de 40 ans, ça a un impact significatif. Hein. Et justement, dans quelle mesure ce prix élevé des terres peut-il constituer un handicap pour les agriculteurs et notamment pour la relève? Est-ce que, d'abord, la difficulté de la reprise, mais aussi éventuellement, est-ce que ça peut contribuer à freiner ce qui reste disponible pour des innovations en termes de financement? Il n'y a aucun doute. L'agriculture a toujours été un secteur intensif en capitaux. Donc ça, on ne s'en sortira jamais de ce côté-là. Par contre, on ne peut pas nier non plus que dans les dernières années, l'augmentation de la valeur des terres agricoles par rapport aux revenus agricoles a augmenté plus vite. Donc, si on regarde le ratio prix-revenu, ce ratio-là, je dirais, depuis 2005, a augmenté de façon constante. C'est stabilisé dans les 2-3 dernières années. Mais on arrive présentement à un ratio, depuis 2 ou 3 ans, qui est
assez supérieure à la moyenne historique. Donc, effectivement, de ce côté-là, si on regarde l'adéquation entre prix des terres et revenus agricoles, cela peut paraître plus difficile, effectivement, pour les entreprises de venir prendre de l'expansion, transférer les entreprises agricoles d'une génération à l'autre. Donc, effectivement, ça cause un certain questionnement à savoir, bon, qu'est-ce qu'on peut investir aussi, tu le mentionnais, comme innovation. Hein, parce que, bon, c'est bien sûr que les perspectives en agriculture demeurent pour moi très positives, mais par contre, l'aspect compétitivité est important. Ceci étant dit, je ne peux pas dire que si on regarde le Québec avec les autres provinces, on a accumulé un certain retard côté innovation. Pour moi, l'agriculture est, à travers les provinces, comme je le disais, d'un océan à l'autre, reste une industrie, un secteur qui est très innovateur. Et je ne vois pas un certain retard au Québec par rapport à certaines autres provinces. Et qu'est-ce qu'il en est du degré d'endettement des exploitations agricoles québécoises par comparaison avec les autres provinces? L'endettement a certainement évolué de façon très importante dans les dernières années. Ça a suivi l'augmentation, premièrement, suivi l'augmentation du prix des terres. Il faut faire aussi la différence entre les provinces par rapport au type d'agriculture. Donc, par exemple, en production laitière, alors que dernièrement, les entreprises laitières ont investi beaucoup pour profiter d'une croissance depuis 2014, je dirais en 2014-2018, qui n'était pas nécessairement, ou qu'on n'a pas nécessairement vu dans le passé, donc une croissance importante. Les entreprises laitières ont fait de nombreux investissements pour être capables de capitaliser sur cette croissance-là, augmenter leur production de matières grasses. Donc ça a été un phénomène qui a été important au niveau de l'endettement aussi au Québec. Qui peut être différent, par exemple, par rapport à une province ou des provinces de l'Ouest, ou encore même comme l'Ontario, qui a quand même une agriculture, oui, assez similaire, mais d'un côté aussi différente du Québec. Donc, de ce côté-là, oui, l'endettement a augmenté. Ça reste un enjeu important à surveiller, surtout dans un contexte où on a vu le revenu agricole dans les dernières années se stabiliser. Donc, on n'est plus à des augmentations appréciables là, des années 2005 à 2015. On a une certaine stabilisation, donc il faut se poser la question et être capable de gérer un bilan financier, de regarder un peu, évaluer les risques financiers pour l'entreprise de ce côté-là. Et on note aussi qu'au Québec, la proportion des terres qui sont en location, celles qu'exploitent les agriculteurs, est sensiblement moins élevée que dans les autres provinces canadiennes, notamment dans l'Ouest. Est-ce que la possibilité de pouvoir louer plutôt qu'acheter, à condition qu'il y ait des garanties, par exemple, sur la stabilité et la durée du bail, sur éventuellement un certain encadrement du loyer, est-ce que ça pourrait constituer une alternative intéressante pour certains agriculteurs? Absolument. Je pense que je suis encore un ardent défenseur du modèle de bâtir une certaine équité dans l'entreprise au fil du temps. Donc, pour moi, ça reste primordial. Mais par contre, si on regarde, comme tu le dis, l'agriculture dans l'Ouest, on a une proportion beaucoup plus élevée de terres en location. Et je dirais aussi qu'il y a eu dans l'Ouest canadien un changement dans le type de bail qui est véhiculé dans le marché. Donc, des bails de plus longue durée. Donc, on n'a plus beaucoup de phénomènes de année après année. Donc, une formalisation des arrangements d'affaires entre locataires et propriétaires. Donc, ça a vraiment évolué aussi du côté des provinces de l'Ouest. Et ça reste un modèle important, si on veut, pour pouvoir être capable de compléter une échelle de production. Être capable d'aller chercher une production ou une surface, une superficie, etc., qui permet peut-être d'aller déployer une machinerie un peu plus lourde, un peu plus grande, un peu plus intensive. Donc, il y a cet aspect-là ici qu'il faut considérer. Puis je pense que oui, ça reste une bonne option pour plusieurs entreprises. Est-ce que tu penses que la pluralité des modèles de ferme, pluralité par le type de taille, par le type de forme juridique, par le type de production, peut constituer un facteur de résilience pour l'agriculture canadienne face à certains aléas, les aléas du marché, éventuellement à l'avenir les aléas climatiques? Et si c'est le cas, dans quelle mesure cette pluralité est-elle soutenue par les institutions financières agricoles, ou est-ce qu'elle n'a pas tendance à privilégier peut-être un type de modèle plutôt qu'un autre? Je dirais que les choses ont beaucoup évolué dans les dernières années. Je dirais même peut-être dans les 10 dernières années, mais certainement là, dans les 2 ou 3 dernières années, les choses ont beaucoup évolué. Et pour moi, c'est l'aspect le plus positif en agriculture présentement. Si on se remet, par exemple, 10 ans en arrière, on avait, je dirais pas juste un modèle, mais principalement un modèle qui était axé beaucoup, je viens sur l'échelle de production. Ouais. Donc, il faut aller produire, diminuer les coûts, les économies d'échelle sont importantes, etc. Maintenant, il y a l'influence du consommateur qui a changé beaucoup les choses. Dans certains cas, ça peut être vu plus ou moins de façon positive. Le consommateur a beaucoup d'opinions par rapport à l'agriculture. Certains, des fois, il faut que nous autres, en tant qu'industrie, on remette les pendules à l'heure pour expliquer ce que l'on fait, par exemple en protection du territoire, etc. Mais
Mais il y a quand même l'aspect positif du côté du consommateur que cette évolution des préférences des consommateurs a permis certaines filières de se développer, qui, dans certains cas, requièrent peut-être des investissements supplémentaires en production. Et les institutions financières se sont ajustées. Et je pense qu'on voit d'un bon œil l'aspect d'investir, faire certains investissements additionnels pour peut-être aller chercher une certaine valeur ajoutée dans une filière qui s'organise d'une façon plus spécifique que simplement un produit de commodité. Donc pour moi, ça a beaucoup changé l'aspect hétérogénéité, pluralité des modèles d'affaires. L'agriculture reste encore un tissu familial très, très, très fort en agriculture, partout au pays. Dans toutes les provinces. Dans toutes les provinces. Le modèle, la structure financière de l'entreprise familiale a changé, a beaucoup évolué, mais ça reste quand même des entreprises familiales. Et de plus en plus, on voit ces entreprises-là se diversifier horizontalement, de se lancer dans différents canaux de distribution, de l'agriculture de proximité dans certains cas, de l'agriculture plus spécifique, de type biologique, etc. Donc, il y a beaucoup plus de possibilités maintenant et puis je pense que les institutions financières se sont ajustées pour être capables de reconnaître la plus-value que ces entreprises-là peuvent générer dans une certaine filière. Et il restera toujours que la taille va être un des facteurs déterminants, pas le seul, mais un des facteurs déterminants dans l'aspect compétitivité. Donc, il faut gérer ces deux choses-là. Et je pense qu'il y a une ouverture, il y a une pluralité, je pense, qui est absolument positive dans l'industrie présentement. Et justement, quand on parle de diversité des modèles d'exploitation, il y a, ça peut porter aussi sur les formes d'association du financement et de l'activité agricole. Il y a des formules qui suscitent beaucoup de réflexion ou de débats au Québec quand on pense à des formules du type, on dit Pangea. Oui. Est-ce qu'on trouve le même type de diversification de ces formules dans l'Ouest canadien? Absolument. Je pense qu'il y a une diversification au niveau du capital qui est investi en agriculture. Donc, une institution comme la nôtre, on ne fait que se concentrer sur un type de financement, donc rester peut-être à l'extérieur de certains autres types de financement, mais il y a beaucoup plus de capitaux maintenant en agriculture. Dans certains cas, ça peut être vu d'une façon positive parce qu'il y a plus de capitaux qui se tournent vers l'agriculture parce que les perspectives en agriculture sont plus intéressantes. D'un autre côté, bien, ça change la dynamique, l'équilibre dans un marché que certaines entreprises ont pu trouver pendant un certain nombre d'années. Ça, c'est évident qu'il y a certains ajustements qui ont eu lieu et qui ont été faits, donc déjà. Il reste que, si on regarde le marché des terres agricoles, je le disais, l'agriculture reste encore une entreprise de type familial, avec un tissu familial très, très, très présent. Et malgré l'arrivée de nouveaux capitaux, je dirais que, encore une fois, la grande majorité des transactions agricoles restent d'une entreprise agricole à une autre. Par contre, il ne faut pas le nier qu'il y a de plus en plus de capitaux qui sont, je dirais, de canaux non traditionnels qui sont en agriculture. Et ça change un peu l'équilibre définitivement. Et puis, on a l'impression que pour le Canada, comme dans beaucoup d'autres endroits, les changements climatiques auront des répercussions importantes, et notamment c'est le cas pour ce qui est appréhendé pour le Québec, pour le reste du Canada de la même façon. Est-ce que ça constitue déjà un sujet de préoccupation ou de réflexion, voire de planification de la part des institutions financières? Très bonne question, parce que je pense que c'est un sujet de réflexion présentement, mais je dois admettre qu'on n'a pas fait nécessairement assez de ce côté-là, du côté. Certainement, si je parle de notre institution financière, on n'a pas encore fait assez d'analyse pour comprendre un peu les tendances futures de ce côté-là. Donc, on commence présentement deux projets d'assez grande envergure pour essayer de comprendre un peu, premièrement, d'essayer d'isoler l'aspect climatique sur le revenu agricole. Parce que pour nous, la première courroie de transmission, quand on parle de valeur des terres, est reliée au revenu agricole. Donc, si on est capable d'isoler l'aspect climatique, essayer de doter tout l'aspect prix, production, donc technologie, etc. Et de vraiment juste mettre l'emphase sur l'aspect climatique. Bon, on pense qu'on peut être capable maintenant, après ça, dans le futur, de projeter un peu quel devrait être l'impact sur le marché des terres agricoles. On n'en est qu'au stade de commencer ces études-là, mais c'est définitivement un sujet de réflexion présentement. Eh bien, merci Jean-Philippe d'avoir accepté de faire ce tour d'horizon avec nous. C'est un plaisir. Et voilà qui clôt cette nouvelle entrevue.